Ça te va bien? Ah ouais, je suis postiché. C'est bon, on commence? Vas-y. T'es prêt? Ouais, vas-y, tranquille. Ok. Alors, est-ce que tu peux me dire d'où tu viens à l'origine? Je suis natif de la ville de Créteil. Ok. Et à quoi ressemblait ton enfance? Mon enfance, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance, pour te dire la vérité. J'étais un enfant calme jusqu'à jusqu'à mes 10 ans, 11 ans. Et après, suite à un accident de vie, j'ai commencé un peu à être agité. Je te regarde toi ou je regarde la caméra du coup? Comme tu veux. Ok. Donc ouais, j'ai commencé un peu à être agité, à aimer la rue, aimer sortir, du coup. Donc quelques années après, j'ai commencé à sortir en cachette la nuit. Donc mon enfance, ça, je te parle, du coup, j'ai dévié un peu sur l'adolescence, mais mon enfance, c'est vraiment, du peu de souvenirs que j'en ai, c'est une enfance calme, assez solitaire du coup, parce que je suis fils unique, mais c'est ce que je peux t'en dire en gros. Une enfance, je pense, relativement heureuse quand même. Et donc, l'adolescence, il s'est passé quoi à ce moment-là? L'adolescence, à l'âge de mes 10 ans, en fait, j'ai ma mère qui est tombée gravement malade. Et inconsciemment, j'ai extériorisé d'une manière où je passais de très bon élève à élève médiocre. Du coup, l'un entraînant l'autre, quand t'as pas vraiment d'attache à l'école, t'as pas 36 000 options en fait. Donc, j'ai commencé à plus ou moins à devenir vraiment un élève en difficulté avec ce que ça comporte. Et puis voilà, j'étais un ado j'étais quand même pas bien, j'étais pas bien dans ma peau, quoi, clairement, tu vois. Ok. Et c'est à ce moment-là que l'art est entré dans ta vie? En fait, c'est rentré à ce moment-là, mais encore une fois de plus, je le conscientisais pas. En fait, c'était une manière d'extérioriser. C'est-à-dire que quand ma mère est tombée malade, un an après, j'ai commencé à écrire des poèmes avec forcément le regard d'un enfant. Et puis, et ça a continué comme ça pendant pas mal de temps. Après, j'ai eu une période, je te dis, assez creuse où j'étais vraiment, j'avais envie de sortir, tu vois, j'avais envie d'aller dehors, j'avais envie de croquer la vie à pleines dents, mais par rapport, moi, à ma définition, il y a 10 000 façons de. Donc, jusqu'à mes 20 ans, il y a une période comme ça de 4 5 ans où je faisais rien de particulier, je faisais du sport. J'ai fait du basket, ça me plaisait pas. Donc c'était vraiment une période quand même assez compliquée. Et j'ai commencé à faire du rap en 1996. 1996, 1996, j'avais 18 ans. Et donc j'ai repris l'écriture. Et j'ai fait du rap de mémoire, j'ai fait du rap pendant 15 ans. Et après, j'ai créé une marque de vêtements en parallèle. En 2000, je crois qu'en 2000-2001, j'ai créé une marque de vêtements qui marchait bien d'ailleurs. Puis après, on a eu des soucis enfin, j'ai eu des soucis avec mon associé, et du coup, on a arrêté. Et encore une fois, tu vois, j'ai cette période où je fais pas grand-chose, euh, où j'écris moins, où j'enregistre moins. Il faut savoir que j'ai enregistré des albums, hein, vraiment. Il y avait vraiment quelque chose, c'était carré, quoi. C'était pas simplement un loisir. Et après, il y a une période de trouble encore où j'ai pas fait grand-chose pendant 2 3 ans. Et la photo arrive en 2012. Et alors, juste pour ta carrière de rappeur, quel était ton nom? Donc, au début, et je te fais comment dirais-je, c'est une exclue. Au début, je m'appelle LT4. LT4, c'est une cellule, je crois, dans le corps.
de mémoire, un truc, enfin quelque chose de très important dans le corps. Et puis il y avait le 4 qui m'intéressait par rapport à 94. Bon, après, c'était trop complexe, donc je cherchais. Et puis un jour, il y a cette anecdote que je raconte assez souvent. Euh, je m'étais mis à la boxe et un soir, je rentre et en bas de mon immeuble, il y a un ancien qui s'appelle Eric, qu'on appelait Eric le boxeur. Et c'est lui qui m'avait appris d'ailleurs à mettre les bandes et tout ça. J'ai des souvenirs qui me reviennent comme ça. Et donc un soir, il me voit rentrer, il me dit, mais toi, t'es partout, t'es tout le temps en mouvement, hein, grosso modo. Et il me dit, t'es vraiment instable. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il me faut, l'instable. Et, et ça, ça, je te parle de ça, on est en 1999, parce qu'en 2000, je crée la marque, et la marque de vêtements, on l'appelle Instable. Et après, ça me suit par rapport à, bah, je te dis, là, il y a la musique, il y a la marque de vêtements. Et en fait, naturellement, je me dis, dans la photographie, par rapport à la photographie que je choisis, tu vois, par rapport à la photographie humaniste, et en plus, qui est quand même tournée vers des personnes fragilisées, je me dis que l'instable, ça correspond. Ça correspond aussi à ces personnes qui seront toujours sur un fil, en équilibre. Donc, je conserve ce pseudo. Tu préfères qu'on t'appelle Jean-Michel Landon ou qu'on t'appelle l'instable? Les deux sont indissociables. Les deux sont indissociables. Donc, c'est selon les personnes, l'instable, Jean-Michel, Jean-Mi, Motine. Motine, c'était parce que j'étais dans le graffiti aussi. Et c'était mon pseudo, Motine. Donc, ça a été plus Motine que l'instable d'ailleurs. Et puis après, quand j'ai démocratisé véritablement le pseudo et que ça m'a suivi dans la photographie, là, il y a des gens qui ont mis Motine de côté, et puis je taguais plus, je graffais plus. Donc c'était plus l'instable après. Voilà. Ok. Et donc, tu as dit que en 2012, la photographie est entrée dans ta vie. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en 2012, je suis travailleur social. Je travaille dans une cité qui s'appelle Les Petits Pressablières à Créteil, qui est un quartier très particulier, avec une ambiance de village. C'est un petit quartier, 280 logements. Du coup, quartier très enclavé avec une histoire assez atypique. Il y a un camp de gitans, on parle des années 50 là. Il y a un camp de gitans, enfin je te parle des années 50. Il y a un camp de gitans qui est à proximité du quartier. Et la municipalité décide de construire des murs de 2 mètres qui entourent véritablement tout le quartier pour protéger des gens du voyage. Donc, il y a déjà un racisme qui date pas d'hier. Et donc, ça fait que ce quartier est très enclavé, avec une entrée et une sortie. Et c'est comme ça que se développe en fait un esprit de village, avec progressivement, dans dans les années 2000, un remplacement de la population, qui était à majorité maghrébine dans les années 2000, par des populations immigrées d'Afrique subsaharienne. Et ça renforce cette impression de village. Donc voilà, je t'explique un petit peu le contexte. Et en 2012, on apprend la démolition totale du bâti. Donc il restera absolument rien du quartier. Et là, instinctivement, je me dis qu'il faut que j'immortalise ces moments passés ensemble. Donc j'achète un appareil photo pour entreprendre un travail de mémoire, avec dans l'idée, quand même, avant toute chose, de faire un pied de nez aux idées reçues sur le quartier, qui était un quartier difficile, hein, faut pas non plus édulcorer la chose, mais un quartier qui évoluait avec une ouverture sur le monde, de par le fait que les habitants commençaient à sortir de ce quartier-là, et les institutions
pour le coup, commençaient progressivement à rentrer dans le quartier. Donc moi, il était important que je montre aussi que la ghettoisation qui avait été faite dans les années 2000 s'était progressivement améliorée et c'était aussi ça que je voulais transmettre. Ok. Et qu'est-ce que tu essaies de dire ou de réparer à travers ton travail? Là, ce que j'essaie de dire, tu vois, c'est que avant toute chose, avant d'être euh, habitant de quartier populaire, habitant de je ne sais quoi, je ne sais qui, de la nationalité, avant toute chose, tu es un être humain. Avant toute chose, on est des êtres humains. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est pas de savoir, c'est pas de connaître l'origine de la personne, de connaître la religion de la personne. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment l'humain en tant que tel. Donc, et j'ai toujours eu de mémoire, j'ai toujours eu cette attache à l'humain dans le sens où je crois que dès le plus jeune âge, j'ai développé une envie d'aider les autres. Je me souviens que quand je sortais avec ma mère, à mes 10 11 ans, il y avait des sans-abri qui étaient dans la bouche de métro. Nous, on habitait, enfin mes parents habitent toujours d'ailleurs là-bas, une bouche de métro. Et je disais à ma mère, mais pourquoi ils sont assis, pourquoi ils tendent la main, pourquoi ils ont des pièces? Et je demandais toujours à ma mère de leur donner une pièce. Donc tu vois, je pense que j'ai toujours eu ça en moi. C'est quelque chose qui, voilà, ça fait partie de ma personnalité. Après, pour répondre à ta deuxième question, euh, qu'est-ce que j'essaie de réparer? Sûrement quelque chose qui a été fragilisé chez moi quand j'ai eu 10 ans. Et, et peut-être de donner la chance à des personnes qui n'ont pas forcément eu la chance que j'ai, hein. Non pas que j'ai eu une enfance malheureuse, mais après j'ai eu une adolescence vraiment compliquée. Ça a été vraiment très très compliqué. Et il y a peut-être ça qui a joué, de me dire, moi j'ai eu une enfance relativement heureuse, puis j'ai eu cette adolescence compliquée, le début de l'âge adulte aussi assez compliqué, et peut-être que j'ai voulu à travers mon travail, à travers l'objectif de l'appareil photo, euh, montrer les choses différemment. Je sais pas, c'est pas vraiment quelque chose auquel j'ai réfléchi, mais il y a sûrement, de toute façon, on ne fait pas les choses par hasard, donc il y a sûrement de ça. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens voient à travers ton travail? Bah, d'abord, comme je te disais, en fait, d'abord l'humain. On est dans une société qui est de plus en plus clivante, avec d'abord l'appartenance à un clan ethnique, un clan religieux, ou pas, tu vois. Donc, vraiment, je trouve vraiment que c'est une société binaire et clanique. Et à travers mon travail de photographe humaniste, j'essaie de décloisonner tout ça en montrant que avant toute chose, on est un être humain, avant toute chose, parce qu'on perd cette notion, je trouve, on perd la notion vitale de ce qu'est un humain. Qu'est-ce qu'un être humain? Avant toute autre chose. Et moi, à travers mon objectif, c'est ce que j'essaie de transmettre. C'est vraiment l'idée principale de mon travail. C'est l'axe majeur de mon travail, en fait. Et qu'est-ce que tu vois, toi, dans ces humains? Qu'est-ce que je vois dans ces humains? C'est assez ambivalent. Je suis quelqu'un de très ambivalent. J'y vois à la fois des êtres merveilleux, capables de faire des choses merveilleuses, et à la fois l'espèce, selon moi, la plus cruelle qui existe sur Terre. Donc, mon œil transmet ce que je vois. C'est vraiment ça. C'est pas, il y a pas de calcul en fait dans mon regard. Il y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas quelque chose de préconçu. C'est brut, c'est de la photographie brute avec, il n'y a pas de concession en fait. Voilà, je cherchais le mot. Il n'y a aucune concession dans mes photographies. C'est-à-dire que je suis capable d'immortaliser
une scène pleine de tendresse, comme je suis capable d'immortaliser une scène brutale euh, qui malheureusement fait partie aussi de l'être humain. Ok. Et cette spontanéité, cette volonté de ne pas faire de concessions, c'est aussi peut-être ce qui explique le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants qui soient dans tes photographies. Ouais. J'attache une énorme importance à l'enfance. L'enfance, c'est le socle de tout. C'est dès l'enfance que tout se passe, selon moi. L'enfance, l'enfance qu'on va avoir définit très souvent ce qu'on va être à l'âge adulte. Très souvent. Euh, enfin, c'est de l'analyse sociologique de bas étage, tu vois, mais un enfant choyé, un enfant stimulé, c'est un adulte en général qui devient relativement équilibré, avec une curiosité empreinte de l'enfance qu'il a eue. Donc il y a beaucoup de choses qui jouent dès l'enfance, selon moi. Donc j'attache une importance capitale à l'enfance, dans le sens où, en dehors de par quoi il se construit, il y a tout l'aspect imaginaire de l'enfance. L'enfance, l'enfance, c'est le rêve à l'infini, sans limite. Un enfant, il ne se pose pas de limite par rapport à ses rêves. Un adulte, dès l'âge adulte, soit il a plus de rêves, soit il se fixe des limites. Et c'est en ça que l'enfance est magique, selon moi. C'est que c'est un royaume sans aucune limite. Et c'est en ça que je m'attache à transmettre en fait le mouvement, parce qu'un enfant il est constamment en mouvement. Je crois que malheureusement, plus on devient adulte, plus on devient statique, moins, moins on est en mouvement. On s'attache comme ça à des choses qui font que je crois que petit à petit, on perd le goût du mouvement. Et j'ai envie de te dire même, on perd l'importance capitale du mouvement. L'enfant, lui, enfin, un enfant, c'est toujours en mouvement, quoi. Malgré que la société change, je trouve quand même que les enfants sont de moins en moins en mouvement, de par le fait qu'il y a cette nouvelle technologie qui, encore une fois, peut créer des choses, peut amener des choses merveilleuses, comme, comme une certaine aliénation, une dépendance à l'écran. Donc c'est ce que je constate, tu vois, parce que je fais très attention à ça. Je trouve quand même que les enfants sont moins en mouvement. Les parcs de jeux sont moins occupés qu'avant. Les terrains de foot sont moins occupés qu'avant. Donc, et quand je parle avec des gamins, ils me disent que très souvent, ils préfèrent la maison que l'extérieur. Pourquoi? Parce que à la maison, ils peuvent jouer à la console, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux. Et donc, je trouve quand même qu'on perd. Il y a une certaine notion d'humanité qui se perd chez l'enfance, chez l'enfant. Mais avant toute chose, voilà, moi, c'est la représentation que j'ai de l'enfance, quoi. Ouais. Ce royaume illimité de rêve. Ouais, c'est un enfant qui rêve pas, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal, quoi. C'est qu'on lui a déjà mis des barrières. C'est qu'on lui a dit des choses qu'il ne doit pas entendre à l'enfance. Enfin, dans l'enfance, pardon. Mais pour moi, l'enfance telle que je l'ai vécue, bon, après, j'ai été fils unique, donc ça favorise aussi le développement de l'imagination quelque part. Mais moi, je me souviens que j'avais 1000 rêves. J'étais pas ancré dans la réalité telle qu'elle est quand on commence à la conscientiser, en fait. Donc l'enfance, ouais, c'est vraiment le rêve, le mouvement, le, l'envie de découvrir, l'envie de toucher. C'est un monde magique qu'il faut préserver, quoi. Malgré que
l'enfant est très cruel aussi, parce qu'il n'a pas encore comment dirais-je, les bases, euh, certaines bases en tout cas, qu'on nous apprend. On nous apprend à être prudent, on nous apprend à faire attention à ce qu'on dit, à faire attention à ce qu'on fait. On nous apprend, euh, on nous apprend des règles qui font que, quelque part, on est dans ce qu'on appelle le rang. Un enfant, il n'est pas dans le rang, il est repris bien sûr, mais un enfant, il n'est pas. Enfin, en bas âge, les enfants, ils sont cruels entre eux, hein. Ils sont formidables, mais ils sont aussi cruels. Donc, faut pas non plus occulter cette, euh, cette partie de l'enfance quand même. Et tu disais que lorsque tu étais enfant, tu avais plein de rêves. Ouais. Est-ce que tu les as réalisés? Non, parce que c'était des rêves quand même qui relevaient vraiment d'un royaume imaginaire. Je me voyais voler sur des dragons, je me voyais. J'avais un esprit énormément. Et ça m'a suivi d'ailleurs dans toute ma vie. Je suis quelqu'un de très peu concentré. À l'école, j'étais très peu concentré. D'ailleurs, quand je regarde mes bulletins, euh, enfant rêveur, euh, adolescent qui passe son temps à regarder à la fenêtre. Là, je parle de quand j'étais à l'école, hein. Là, on est au collège carrément, et à l'enfance, euh, la primaire, où déjà je suis qualifié d'assez rêveur. Et, euh, et à l'adolescence, je conserve ça. Je conserve. C'est pas la même chose parce qu'à l'adolescence, j'ai pas la, j'ai pas l'envie de fuir. J'ai pas. C'est vraiment de la rêverie en fait. À l'adolescence, les rêves sont différents. C'est plus l'envie de m'évader de la réalité dans laquelle je suis. Donc c'est différent. C'est complètement différent. Mais ouais, c'est ça en fait, clairement, quoi. Et aujourd'hui, tu as encore envie de t'évader de cette réalité? Ouais, ouais, ouais. De m'évader de cette réalité, je sais pas. Parce qu'encore une fois, il s'agit de voir le verre à moitié plein, même si c'est très compliqué aujourd'hui. Donc, comme je te disais tout à l'heure, il y a des très belles choses. Il y a des choses formidables dans la vie, heureusement. Donc, pour moi, il s'agit plus de me concentrer sur ce qui est beau et d'essayer de donner vie à certains rêves. Ça, Des c'est clair. rêves conscientisés, des rêves réfléchis. C'est peut-être un peu paradoxal avec la notion du rêve, mais la définition du rêve change avec les âges. Mais ouais, avec l'envie quand même même si j'arrive à un certain âge et que j'ai quelques petits problèmes de santé, avec l'envie vraiment du voyage, d'aller voir, euh, d'aller voir ailleurs comment ça se passe. J'ai toujours eu ça, hein. J'ai toujours eu ça. L'envie d'aller voir autre part, de découvrir des cultures. Donc c'est des rêves différents, mais il y a toujours cette notion de rêve en fait. Mm. Et qu'est-ce qui te rend fier de toi aujourd'hui? Ce qui me rend fier de moi, c'est, je crois, mon, comment dirais-je, l'espoir que je place en l'être humain en fait. L'espoir que je place en l'être humain et le travail que je fais chaque jour sur moi pour devenir meilleur, parce que je crois vraiment que on- il y a une espèce de transmission qui se fait, bonne ou mauvaise, et quand on renvoie, quand on donne quelque chose de positif à quelqu'un, c'est l'histoire de l'effet papillon, je crois que c'est ça.
l'histoire du colibri. Et je crois qu'une petite action, une petite action qu'on considère bonne, bienveillante, peut donner quelque chose de grandiose derrière. Donc, ce qui me rend fier, c'est ça, en fait. C'est vraiment le fait que je m'attache chaque jour à donner. C'est beaucoup d'énergie, parce que faire le mal, c'est facile. Donc, à donner à l'autre du respect et de la bienveillance, véritablement. Véritablement. C'est ça qui me rend fier. C'est les aspects positifs de ma personne. Je suis vraiment profondément humain, c'est pas une image que je me donne. C'est les gens qui me connaissent le savent. Tous les gens qui me connaissent, si tu vas leur poser une question par rapport à moi, ils vont te dire, ah, dans notre jargon, c'est un bon. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Après ça, c'est la définition des autres, tu vois. Mais je sais quand même, en tout cas, que les gens me connaissent pour être quelqu'un de droit. Quelqu'un de droit dans mes bottes, comme on dit. Donc ça, c'est ce qui me rend fier quand même. Et effectivement, tu portes ton message humaniste à travers ton travail, mais tu portes pas que ton message à toi. Tu portes aussi la voix des autres. Ouais, avec toute la prudence, avec toute l'humilité que ça doit comporter. Euh, J'essaie de rendre à l'être humain, à certains êtres humains, attention, la dignité, parce que on a toujours tendance à parler de... C'est un gros mot, la dignité. Pour moi, ça veut rien dire, en fait. Ça veut absolument rien dire pour moi. Je crois vraiment que ces êtres humains-là, je te parle vraiment des fragilisés, des invisibles. Je crois qu'ils ont beaucoup plus de dignité que les autres, en fait. Je crois vraiment qu'ils ont beaucoup plus de dignité. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie, euh, non pas de rendre, c'est ce que j'essaie de faire transparaître. La, la dignité, vraiment au sens littéral du terme. J'ai vu des gens dans des difficultés effroyables, mais avec une dignité hors norme, quoi. Et malheureusement, quand on parle de ces gens-là, faut leur rendre leur dignité. Les discours de gauche, ça, de la gauche bien pensante, faut leur rendre leur dignité, comme s'ils n'avaient pas de dignité. Et la droite à côté qui te dit, faut qu'ils soient intégrés, comme s'ils n'étaient pas intégrés. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Ouais. Ok. Et comment tu vois le rôle de l'art aujourd'hui? Le rôle de l'art, ah, c'est une grande question. Déjà, je vais te faire une confidence, hein, moi, je ne me considère pas comme un artiste, hein. C'est effroyable ce que je veux dire. Il y a des gens qui vont avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Moi, enfin, je me vois véritablement pas comme un artiste, hein. Vraiment, vraiment, hein. L'art, pour moi, comment je pourrais t'expliquer ça? C'est la grandeur, quoi. C'est le mot qui me vient comme ça. C'est, l'art, c'est loin de la médiocrité, c'est le talent, le travail acharné. L'art, je crois que c'est dérivé d'artisanat d'ailleurs. Artisan, qu'est-ce que c'est un artisan? Donc, c'est un gros mot pour moi là. Vraiment, hein, et pourtant, je sais que la photographie, il me semble qu'il y a un ministre qui l'a fait sortir de sa catégorie. Donc, à la base, la photographie est quand même définie, elle appartient à la catégorie des arts, mais non, vraiment, même j'en rigole, hein, mais artiste. Puis en plus, c'est un gros mot aujourd'hui, artiste. Enfin, c'est un mot. Ah, je vois plein de gens. Ah, je suis artiste, je fais de l'art. Bon, je crois que les vrais artistes, ils font.
Ils font, ils créent sans limite. Puis voilà, quoi. C'est la création sans limite, l'art, peut-être. Après, je me trompe peut-être, hein, mais là, comme ça, je me dirais, ouais, c'est de créer sans limite, comment dirais-je, de, ouais, vraiment, il y a un esprit de création dans l'art, de quelque chose d'unique, de pas vu, de, euh, de novateur. Je vais te donner un exemple. Encore une fois, je vais rendre les gens ouf. Mais pour moi, un groupe comme PNL, ils ont ramené quelque chose. On aime ou on n'aime pas, c'est pas la question. D'ailleurs, c'est toute la subjectivité de l'art, tu vois. Mais ils ont ramené quelque chose, ils ont ramené quelque chose de nouveau. C'est ça, c'est des artistes pour moi. Voilà. Comme d'autres, hein, mais parce que j'ai ce débat-là avec. Moi, j'ai fait du rap pendant très longtemps. On était des paroliers à l'époque, hein. C'était du rap conscient, vraiment avec une écriture assez travaillée. Donc ça peut être en contradiction avec ce que fait PNL. Mais je trouve que artistiquement, ils ont ramené vraiment quelque chose de nouveau dans le rap. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui les copient aujourd'hui, qui les copient mal. Mais voilà, il y a vraiment, dans l'art, il y a vraiment cette notion de création, de nouveauté, quoi. Ouais. Alors, si on synthétisait, on dirait que l'art, euh, son rôle, c'est d'avoir une vision, d'être novateur, de porter un message, c'est quoi? Selon toi, C'est son un rôle tout. aujourd'hui dans notre société? Bah après, l'art a toujours existé, en fait. On lui donne la place qu'on a envie de lui donner, hein. Ça, c'est indépendant de beaucoup de monde aujourd'hui, hein. Je crois qu'avant, les artistes, déjà, il n'y en avait pas 10 000 parce que le mot, c'était pas un mot vulgaire, hein. Enfin, il n'y en avait pas 10 000 de connus, en tout cas. Aujourd'hui, enfin, je ne vais pas citer de nom parce que je ne suis pas un gamin, mais il y a des gens, on me dit, ouais, c'est un artiste. Enfin, si c'est ça là, là, c'est vraiment un gros mot, quoi. Donc, la place de l'art aujourd'hui, c'est l'art du réseau, en fait. C'est l'art du réseau, c'est l'art d'avoir du réseau. Parce que pour le coup, inversement, il y a des gens que je qualifie d'artistes, et vraiment avec des choses incroyables, quoi, qui créent des choses incroyables. Et ils n'ont pas de réseau, ils n'existent pas, quoi. Donc l'art, aujourd'hui, c'est l'art d'avoir du réseau. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. L'art d'avoir du réseau. Après, encore une fois, c'est la société du paraître, c'est la société du spectacle. euh, du spectacle au sens péjoratif du terme, quoi. Donc du coup, l'art est vulgarisé, hein, vraiment. C'est pas en tout cas moi la définition que j'en aurais fait par le passé avec les grands peintres. Euh, enfin voilà, tu vois, c'est vraiment, hein, j'ai une vision assez complexe, hein, de l'art, hein. Enfin, l'art tel qu'il est défini aujourd'hui, véritablement, en tout cas, bon, moi je parle de ce que je vois, hein, je parle évidemment que je ne vais pas généraliser, mais franchement, ce que je vois, de ce qu'on veut me montrer, hein, de l'art aujourd'hui en France, moyen, hein, quand même, hein. Ouais. Tu parlais des réseaux. Mm. Sur les réseaux sociaux, de par ton travail, de par ce que tu portes comme valeur, ce que tu diffuses, Ouais. est-ce que tu subis aussi une invisibilisation de par l'algorithme et ces choses-là? On est tous dans la matrice. À partir du moment où on met les pieds dans un réseau social, il y a deux alternatives. Il n'y a pas plus. La première, c'est soit euh, on répond à ce que demandent les algorithmes. Et c'est terrible parce que c'est plus ce que demandent ou ce qu'ont envie de voir les gens qui sont connectés sur ces réseaux. C'est vraiment ce que demande l'algorithme. Qu'est-ce qu'il demande l'algorithme? Il demande de la publication en masse.
voilà, publier tous les jours à une certaine heure, certaines photos, certains messages, certaines vidéos. Donc si on répond à ces critères particuliers qui, pour du coup, moi, pour le coup, je trouve que ça casse totalement l'artiste, hein, tel qu'il peut être défini. Enfin, l'art, c'est vraiment, alors, pour le coup, l'art, c'est vraiment éloigné de tous les critères des algorithmes. Totalement, quoi. Je crois qu'un artiste, il produit pas en masse. Et là, les réseaux sociaux, c'est de la production de masse. Donc moi, si tu veux, à chaque fois que j'ai gagné en followers, euh, c'est parce que j'avais une parution dans un gros journal, qu'il y avait une émission télévisée qui avait tourné en boucle, que France 24 avait fait sur moi et sur des jeunes du quartier. Mais en fait, les gens qui se sont abonnés, ils ne se sont pas abonnés pour l'intégralité de mon travail. Je crois qu'il y en a plein qui n'ont même pas regardé ce que je faisais en fait. Euh, le fait que je sois, je te dis que j'ai une parution dans une grande presse ou qu'il y ait cette émission là dont je te parlais. Attaque, lui, il est, comment on appelle ça? Il est dans la hype. La hype. Il est dans la hype. Je m'abonne. En fait, c'est des gens que tu perds très vite. Moi, j'ai près de 18 000 followers et je te donne des vraies stats parce que les stats, ça m'intéresse véritablement pour le coup. Et j'ai 10% de ces 18 000 followers qui voient mes publications. Et dans ceux qui voient mes publications, j'ai à peu près 50% de ces 18% qui like mes publications. Donc c'est relativement biaisé tout ça. C'est même très biaisé, quoi. Comment tu l'expliques? Déjà, moi, je suis quelqu'un d'engagé dans ma vie de tous les jours, en dehors de la photographie, qui pour moi d'ailleurs est de la photographie engagée. Et je suis quelqu'un de relativement, enfin, d'engagé. Je me qualifie de quelqu'un je me définis comme quelqu'un d'engagé, avec des prises de position. Encore une fois, les artistes aujourd'hui, il faut toujours faire attention aux messages qu'ils donnent. Enfin voilà, il y a trop de prudence pour moi là-dedans. Donc voilà, quand je suis en colère, quand je suis, comme disait Jacques Brel d'ailleurs, hein, c'est pas de la colère, hein, c'est de la douleur. Et quand je suis révolté, quand je suis vraiment attristé par ce qui se passe à travers le monde, j'hésite pas à apporter mon soutien à certaines causes. Et ça, on le sait très bien. L'algorithme n'aime pas ça, quoi. L'algorithme, il a été, comment dirais-je, l'algorithme a été construit pour lisser véritablement les prises de position qu'on peut avoir en tant qu'humain qui publie. D'ailleurs, TikTok, c'est très révélateur de ce que demandent les algorithmes. Je crois vraiment que quelqu'un qui... il y en a, hein, il y en a, mais je crois vraiment que quelqu'un qui a des prises de position assez fermes, euh, qui, euh, qui ne publie pas pour publier, qui a un véritable message derrière, il est totalement mis... enfin, il disparaît dans les profondeurs des algorithmes. Donc, je crois véritablement que je réponds de moins en moins à ce que les algorithmes demandent. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été comme ça, attention, hein, il ne s'agit pas non plus de... J'ai été dans la frénésie de la publication et je crois que je me suis perdu parce qu'à un moment donné, on ne publie plus parce qu'on a envie de publier, parce qu'on estime qu'on a fait quelque chose d'assez correct. On publie parce que sinon, on sombre dans les profondeurs des algorithmes. Et moi, j'ai perdu totalement le sens de ce que je faisais à un moment donné. Donc aujourd'hui, publier, c'est pas vital du tout. D'ailleurs, la majorité des photos que je publie, c'est des photos que la majorité des gens qui me suivent connaissent. Ce que je fais de nouveau, je le conserve pour des projets un peu plus sérieux que ceux d'Instagram ou de Facebook. Ok. Et est-ce que tu aimerais dire
quelque chose qu'on n'a pas évoqué là, durant cet échange, qui te semble important? Ouais, ouais, il y a quand même. Encore une fois, je suis pas là pour donner des noms, c'est débile, quoi. Mais j'ai vu une interview d'un photographe très connu, dont j'aime énormément d'ailleurs le travail, donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est quelqu'un qui est vraiment visible hein, sur les réseaux. Donc il fait une interview. Bon, d'ailleurs, hein, les réels dans Insta, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, hein. D'ailleurs, il y a de plus en plus de photographes qui deviennent des Instagrammeurs, des influenceurs de la photographie, c'est terrible. Enfin bon, bref. Et du coup, donc il y a cette interview. Donc moi, curieux et admiratif de son travail, je regarde. Et là, on lui pose une question, je ne sais plus de quelle manière il répond. Et il dit qu'en fait, on n'a pas le droit de photographier des enfants. C'est une aberration incroyable, quoi. Quand on est photographe de rue, parce que c'est un photographe de rue et qu'on tient ce discours, c'est affolant. Il tire à bout portant sur ce qui définit la photographie de rue. La photographie de rue, c'est brutal, c'est sans limite. Après, effectivement, euh, c'est au niveau de la parution de la photographie que, en France d'ailleurs, hein, le droit à l'image est très cadré. Donc c'est au niveau de la publication de la photographie que la notion de droit apparaît. Ça, c'est la loi. Mais rien ne m'empêche de prendre en photo des enfants, que ça plaise ou non. Moi, si on prend mon petit neveu ou ma petite nièce en photo, bon, j'ai le droit, bien évidemment, de demander à ce que la photo soit effacée. Mais si on le prend dans une situation de mouvement où il est mêlé aux autres, où il y a vraiment voilà, une espèce de création pour le coup, bon, s'ils veulent la publier, qu'ils la publient. Il y a une étude dernièrement qui a été faite euh, et qui disait que la moitié des photos qui se retrouvaient sur les sites pédopornographiques provenaient des réseaux sociaux. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Euh, alors effectivement, il y a des gens qui prennent des photos, comment dirais-je, assez alambiquées de leurs enfants ou d'enfants qu'ils voient dans la rue. Mais je me suis dit, ça me paraît étrange que des photographies de rue se retrouvent sur des sites pornographiques. Et en fait, en creusant un petit peu plus, c'est plus de 50% de ces 50% qui publient ces photos d'enfants sur des sites pédopornographiques. Donc voilà, il s'agit quand même d'équilibrer un peu les choses. Donc, et puis après, c'est relatif à plein de choses. De photographier des enfants, il y a le petit gars noir, qui s'appelle Thierry Magnan, qui photographie beaucoup les enfants. Il y a Ousmane, qui photographie beaucoup les enfants. C'est des gens dont je suis le travail, hein. Et en fait, c'est fait avec respect, c'est fait avec délicatesse. Donc, on peut pas, on peut pas dire qu'on n'a pas le droit de photographier un enfant quand on est photographe de rue. Alors, ça peut plaire ou non, hein, après, c'est un débat qu'on peut avoir, mais rien n'interdit de prendre un enfant en photo. Absolument rien, quoi. La loi ne l'interdit pas, hein. Moi, je suis bêtement ce que la loi dit, quoi. Donc, on a le droit. Est-ce que le fait d'être un artiste engagé isole? Moi, en tout cas, quand je fais de la photographie, j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin d'être dans ma bulle. Et c'est très paradoxal avec la photo que je fais parce que pour le coup, c'est l'humain qui est au cœur de ma photo. Je fais de la photo documentaire, on n'en a pas parlé. La photo documentaire, c'est de la photo immersive qui nécessite euh, le devoir, c'est vraiment un devoir, le devoir d'aller vers l'autre, de se fondre dans l'environnement qu'on va vouloir décrire à travers nos photographies. Et donc ça exige vraiment le fait de devoir aller vers l'autre et d'installer une espèce de confiance mutuelle. Ça, c'est la première des choses. Donc c'est assez contradictoire avec le fait que je dois être dans une bulle.
En fait, je suis quelqu'un de relativement sociable, je pense. Sinon, j'aurais pas fait du social. Mais quand je prends la photo, quand je suis dans mon élément, il faut vraiment que... j'ai déjà essayé de faire de la photo quand des amis sont là, ou même un photographe, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il faut vraiment que je sois en relation directe avec l'individu que je prends en photo, en fait. Ouais, ouais. Ok. Si je comprends bien, ta manière de décloisonner dans une société binaire qui cloisonne beaucoup, c'est de communiquer en fait. Ouais, C'est de rentrer en lien, c'est d'aller vers l'autre. c'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que ça se perd véritablement. En tout cas, mais moi, je parle vraiment de ce que je vois, en fait. Je ne veux pas généraliser à d'autres pays, à d'autres cultures. Je peux parler enfin, de ce que je vois, quoi, pas d'autre chose. Je trouve qu'en France, enfin, la tournure que prend la liberté d'expression est terrible. Parce que même les individus qui sont censés défendre la liberté d'expression se perdent dans l'autoritarisme de leur pensée. On ne peut plus dialoguer avec des gens, on ne peut plus échanger avec des gens quand on a des idées différentes d'eux. On est ennemi ou ami. Et je te parlais tout à l'heure du camp. On appartient au clan ou on n'appartient pas au clan. Et quand on rentre dans ce système-là, c'est là qu'on peut parler je pense, de société autoritariste. Il n'y a même plus besoin du vilain dictateur euh, qui, comment dirais-je, qui imposerait le diktat de sa pensée aux citoyens, au peuple. C'est le peuple qui s'en charge aujourd'hui. C'est terrible. Véritablement, c'est terrible. Donc, à travers ma photographie, euh, j'essaie de, j'essaie de montrer que l'être humain est pluriel, qu'il est complexe, vraiment complexe, et que c'est un ensemble. Un humain, c'est un ensemble de choses. Voilà. Quel message t'aurais pour les jeunes artistes engagés? Artiste engagé. Il va falloir t'y faire. Non, c'est dur de donner un message, un conseil, tu vois. Le conseil, c'est que chacun fasse ce qu'il a envie de faire déjà. C'est le plus important. Que chacun fasse parce qu'il a envie de faire et qu'il ne réponde pas à une commande, qu'il ne réponde pas à, à quelque chose de même pas humain, un algorithme. Et puis voilà, enfin, pour le coup, créer, c'est avoir cette notion de liberté, cette notion du sans limite. Vraiment, je crée sans m'imposer de barrières. Je crée sans me demander quel impact ça va avoir sur le spectateur. Ben, c'est le seul conseil que je peux donner parce qu'à partir du moment où on se met des barrières, à partir du moment où on essaie de créer pour répondre à quelque chose ou à quelqu'un, on se met des limites et pour le coup, l'art n'a pas de limite. Donc soyez vous, quitte à choquer la bien-pensance de l'être humain. Mais je crois que les choses évoluent quand justement on, on- on peut commencer à discuter de quelque chose. Alors, si on va tous dans le même sens, si, enfin, s'il y a la notion de pensée unique, il n'y a plus la notion de création. Tu veux ajouter quelque chose à tout ça? Ouais, je vais ajouter quelque chose que j'ai jamais fait. Euh, je suis très fier de l'éducation que j'ai eue parce que ces notions de respect, j'ai été élevé à la dure. J'ai vraiment été élevé à la dure. Plus jeune, on en souffre, mais ça m'a quand même donné des bases solides, malgré le fait que je sois quelqu'un d'ambivalent, quelqu'un avec sûrement des grandes fragilités. J'ai cette base solide qui fait que euh, j'ai j'ai le recul nécessaire euh, pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour moi, ce qui peut être bon pour l'autre. Et voilà, c'est toute l'éducation que j'ai eue, en fait, que j'ai reçue. J'ai des parents extrêmement respectueux,
C'est pas pour les idéaliser, parce qu'on idéalise parfois ses parents, on les diabolise d'ailleurs, mais voilà, en essayant d'être un peu juste, j'ai eu des bases, j'ai eu des bases solides, quoi. Donc je suis très très fier de l'éducation que mes parents m'ont donnée. Mais c'est tout, pas autre chose, hein. L'instable, voilà, hein, vous Ça bouge connaissez le pas. personnage, hein, voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à toi, Kyliana, de m'avoir invité dans ce studio magnifique d'ailleurs. Et on va se boire un petit café, on va manger un petit croissant après. On fait Allez, une c'est petite parti. confidence. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.